Le saint patron de la Zaouïa de Tameslhot était si jaloux des pouvoirs extraordinaires que possédait un de ses plus pauvres disciples, Brahim, qui le chassa, jugeant que 2 saints pour un seul sanctuaire, c'était beaucoup trop. Ibrahim partit donc vers la montagne, remonta le cours de la Zaden et s'installa comme berger dans la haute vallée. De miracle en miracle, sa baraka s'y manifesta de nombreuses reprises, et quand il mourut, ses descendants, qui s'étaient multipliés, fondèrent un centre religieux prospère. Ce fut la Zaouïa de Tadert. Mais cette prospérité, étalée au beau milieu de la vallée, fit bientôt des jaloux, et certains clans fomentèrent une révolte qui jeta les villages dans des luttes fratricides, au cours desquelles les canaux d'irrigation furent brisés. Ces canaux, les séguias, sont les artères nourricières de la vallée, car dans ces montagnes arides, l'eau, c'est la vie. Au fil des siècles, pour que tous ces conflits s'apaisent, les paysans ont peu à peu mis en place un règlement compliqué, mais efficace. Sur l'une des grandes séguias qui se déroulent sur 3 km et irriguent tout ce secteur de terrasse au pied de la montagne, le village du Haut prélève un droit d'eau pendant 5 à 6 heures, de la prière de l'Asser l'après-midi à celle du Maghreb au crépuscule. Le village d'Idaïssa s'octroie 2 jours fixes en prélevant l'eau le jeudi et le samedi. Enfin, à Tadert, les descendants de Sidi Ibrahim se réservent un jour fixe d'irrigation le vendredi. Les 4 autres jours de la semaine sont distribués selon un tour d'eau, la Nouba, qui permet de répartir l'eau entre les lignages d'Idaïssa et de Tadert. Tout le monde s'en accommode, sauf les gens d'Idaïssa qui, comme d'habitude, s'estiment lésés. Ne dit-on pas ici que si l'on offre en échange à un paysan d'Idaïssa un sac d'orge contre un sac de suur, il s'estime toujours roulé. Comme chez tous les paysans du monde, il y a donc des querelles. Mais ici, dans ces montagnes austères aux hivers rigoureux, pour survivre, il faut s'entendre et s'entraider. Pour le meilleur et pour le pire, les Azaden sont donc installés dans cette vallée étroite jusqu'aux limites du bassin versant. Le bassin versant, c'est d'abord un grand entonnoir qui concentre vers la rivière, puis dans les séguias, l'eau des pluies et de la fonte des neiges, permettant ainsi une forte intensification agricole des cultures installées sur les terrasses irriguées. Sur ces pentes, 2 parties bien distinctes. Au-dessous de 2300 mètres d'altitude, la forêt joue un rôle considérable. Elle assure une grande partie de l'alimentation des animaux, surtout des chèvres et des moutons, qui profitent aussi bien des feuillages ou des broussailles que de l'herbe des sous-bois. Elle fournit aussi aux villageois le bois pour cuisiner, pour se chauffer, pour construire les maisons et les outils. Au-dessus de 2300 mètres, la forêt cède la place à des parcours pauvres que les animaux n'exploitent que l'été. Ainsi, les parcours forestiers et d'altitude nourrissent un important troupeau qui apporte aux paysans 3 choses indispensables. De l'argent, car ce sont les animaux qu'on vend ici,
et pas les produits des cultures qui sont consommés sur place, un peu de viande pour la famille et du fumier pour les cultures irriguées. Car l'animal, c'est aussi une formidable machine munie de 4 pattes et pourvue de 2 orifices. À l'avant, la bouche qui collecte patiemment la végétation éparpillée sur le parcours. À l'arrière, un généreux distributeur d'engrais organiques, le fumier, qui est récupéré dans les bergeries pour être épandu sur les terrasses. Ce fumier, après l'eau, est bien le 2e facteur d'intensification. Notre système, c'est un système agraire, est donc formé de 2 boîtes, dont la plus grande surplombe la plus petite. La grande boîte, c'est le domaine peu productif, sans aménagement ni investissement, c'est le monde collectif. C'est la partie extensive du système où l'on collecte la viande, le bois, le fumier et l'eau. C'est aussi le domaine de l'État, de la forêt domaniale. Au pied de cette grande boîte s'en trouve une plus petite, c'est le terrain privé. Les paysans y ont construit des terrasses qui sont soigneusement cultivées grâce surtout aux apports de la grande boîte. C'est là que poussent côte à côte les céréales, les légumes, les arbres fruitiers et les prairies irriguées. Tout produit destiné à la consommation du village. Ces 2 systèmes emboîtés se lisent parfaitement dans le paysage et village par village, on peut découper des tranches de bassins versants au sein desquels le couple extensif-intensif est inséparable. En moyenne, une grande boîte s'étend sur 600 hectares et produit 100 unités fourragères par hectare. La boîte du bas, elle, est 60 fois moins étendue. Mais grâce aux apports de la grande, elle est 70 fois plus productive. Les apports de chaque boîte sont donc de même importance. C'est bien un système agro-sylvopastoral. Sa gestion est complexe. Côté pastoral, 2 réglementations se chevauchent. D'après la coutume, chacun va pâturer où il veut, mais en respectant les usages. Par exemple, les gens de Tizi Ouzem ne vont pas dans la forêt au-dessus de Sidi Aïssa. C'est le droit coutumier. Mais sur le même espace, le droit forestier s'applique également. Et il est très contraignant. Le pâturage des arbres est interdit. Il ne faut pas couper de bois. Les défrichements pour la culture en sec sont interdits. Les feuillages ne doivent pas être coupés. Tout éleveur est donc un délinquant. Car l'hiver, il faut bien que les moutons et les chèvres survivent. Comme il y a très peu de stock de paille et d'orge, les feuillages sont le complément obligatoire, bien que le règlement l'interdise. L'hiver, le rythme est évidemment ralenti. Par contre, le printemps et l'été concentrent toute l'activité agricole. Celle-ci est plus facile à gérer que l'utilisation des parcours. Avec plus de 5000 mètres cubes d'eau et 15 à 25 tonnes de fumier à l'hectare, une même parcelle reçoit 2 cultures par an, orge puis maïs, soit en tout environ 40 quintaux de grains par hectare.
s'y ajoute une quantité d'énergie équivalente sous forme d'herbes de désherbage, de paille et d'autres sous-produits soigneusement récupérés que l'on porte aux bovins. Les vaches, en effet, sont tantôt gardées sur les bords des parcelles et des chemins, tantôt parquées dans le village, où elles reçoivent cette ration. Contrairement aux chèvres et aux moutons, elles profitent peu des parcours. Sur les meilleures terrasses, les pommes de terre, les oignons, les navets sont réservés à l'autoconsommation. Cette richesse agricole apparente est trompeuse, car il y a trop de monde pour trop peu de terre. La productivité du travail et sa rémunération sont faibles. Pourtant, cette main-d'œuvre abondante et compétente est bien après l'eau et le fumier, le troisième facteur d'intensification. Les exploitations agricoles ne dépassent que rarement un demi-hectare en irrigué, laissant un revenu par famille si faible que les hommes jeunes doivent descendre en plaine, effectuer des travaux saisonniers. Les plus vieux restent sur place pour les moissons. Au village, l'été, seuls restent les enfants et les femmes. Un type m'a demandé, c'est où Oursem quelque chose? Tizi Oussem, c'est là-bas, là-bas. Il sort 4 dirhams de sa poche, il me dit, tiens, c'est pour ton savon. Je lui dis non, non. Alors il a posé l'argent sur une pierre. Et ensuite il m'a dit, Coca, Coca, où trouver? Alors j'ai réfléchi, je lui ai dit, nulle part, c'est l'Aïd, il n'y a pas d'épicerie ouverte aujourd'hui. À Tizi Oussem, par contre, il y en a 4. Je lui ai dit, Mohamed Sibrahim, c'est le seul ici. Et ne rigole pas, mais crois-moi, ça s'est vraiment passé comme ça. Je lui ai dit, ici une seule boutique, là-bas, il y en a 4. Il m'a encore dit, Coca. Je lui ai dit, il n'y en a pas. Alors il est parti. Alors j'ai dit au Hajj qu'il aurait pu quand même les accueillir. Il y a du thé, du miel, du beurre. C'était à peu près à cette heure-ci, tu vois, comme maintenant. Si même l'épicier de Tadert est en rupture de stock de Coca-Cola, on peut croire que rien ne peut vraiment changer dans ces vallées et que Sidi Ibrahim, s'il revenait, ne serait pas dépaysé. Et pourtant, ça bouge, mais à tout petit pas, et seulement là où l'initiative privée peut s'exprimer. En forêt, c'est trop compliqué. Le forestier et les paysans ne se parlent plus, et la réconciliation n'est pas pour demain. Mais en vérité, la pression sur la forêt ne faiblit-elle pas? Les bergers commencent à se faire rares, et l'entretien des troupeaux sur ce modèle extensif est pénible. Sans compter le jeu de cache-cache avec les forestiers qui découragent. Non, c'est vraiment trop compliqué, et en 15 ans, là où ça a bougé, ce n'est pas en forêt, mais dans le terroir irrigué et dans les villages. D'abord, l'élevage bovin sédentaire en tout petits troupeaux de races croisées pinoires semble bien s'implanter.
Ensuite, il y a quelques terrasses en plus. Plus important, les noyers s'étendent. De nouveaux vergers s'implantent et surtout on voit maintenant des pommiers partout. Au village d'en bas, desservi par une piste, en 15 ans, les céréales ont disparu, remplacées par les pommiers. Plus haut, le phénomène est plus récent, mais tout aussi spectaculaire. Des vaches qui produisent du lait, moins de céréales, plus de pommiers, la vallée s'ouvre vers les marchés de la plaine, vers l'extérieur. Mais alors, si l'émigration s'accélère, qui entretiendra les terrasses? Où trouver les bergers? Il y aurait alors moins de chèvres dans la forêt? Moins d'arbres mutilés donc, mais aussi moins de fumier pour les terrasses? Quel sera le nouvel équilibre entre la montagne et les terrasses, entre la grande et la petite boîte? Une chose est sûre, dans les villages, on ne vit plus tout à fait comme il y a 15 ans. Gracias.